Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition spéciale du The Bike Show. Aujourd'hui, 12 novembre 2023, cela marque effectivement 41 ans. 41 ans de pouvoir de celui que l'on a appelé l'homme du 6 novembre. Paul Biya, président de la République du Cameroun, accède au pouvoir en effet le 6 novembre 1982 en faveur de la démission du président Amadou Ahidjo le 4 novembre de la même année. Donc, 2 jours plus tard, celui que l'on appellera l'homme du renouveau accède au pouvoir. Il accède au pouvoir sous un climat d'espoir. Il est jeune, il est nouveau, c'est un diplômé de l'Institut des hautes études politiques de Paris. Il est dans les arcanes du pouvoir. Il est sous l'ombre d'Amadou Ahidjo. Il a appris le management, la gouvernance auprès de celui que l'on a appelé le père de la nation camerounaise. Voilà, il fait un discours dans lequel il dit qu'il hérite d'un pays sain, d'un pays prospère, des caisses de l'État sont pleines. Mais 41 ans aujourd'hui, où en est-on? Où en sommes-nous? C'est quoi les perspectives? Que devient le Cameroun? Que sera le Cameroun de l'après-Biya? Avec qui le Cameroun de l'après-Biya se fera? C'est quoi la vision de ce Cameroun-là? Nous, The Bike Show aujourd'hui fait un stop pour penser, pour réfléchir sur les années Biya, les années du renouveau, et se mettre directement dans la prospective politique, dans l'analyse aussi des enjeux qui se présentent à cette jeune nation. Quand même, le Cameroun reste jeune, 60 ans, 63 ans seulement après les indépendances. Nous avons avec nous aujourd'hui Honoré Tapoko pour faire l'économie de la situation. Bonjour Honoré. Bonjour Mike. Nous avons aussi avec nous en direct de Yaoundé un ingénieur de la place de Yaoundé qui a une vision, on va dire, on ne tarit pas d'éloges pour lui, pour celui qui va nous accompagner aujourd'hui. C'est un franc tireur, straight shooter, il est direct, il a toujours des analyses froides de la situation. Samuel Baez, bonjour. Bonjour Mike, bonjour Lipi, merci d'être avec vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Samuel. On va donc, sans plus attendre, commencer. Vous savez, hein, comme je disais en préambule aujourd'hui, c'est vrai que nous allons d'abord nous arrêter rapidement à regarder les 41 ans du président Biya, mais nous allons très rapidement nous tourner, vous verrez, dans l'avenir. C'est quoi l'avenir? What do we have in store pour le Cameroun? Déjà, Samuel Baez, toi, tu es un enfant du renouveau. Hein. Comment juges-tu du Cameroun que tu as connu dans ton enfance et de la perspective économique que tu as aujourd'hui? Comment analyses-tu les 41 ans de Biya au pouvoir en quelques mots, si tu devais analyser? Ok, merci, merci Mike. Je dis aussi un bonsoir au professeur qui est là, le grand innocent. Mike, vraiment, 41 ans, c'est beaucoup. 41 ans, c'est, comme tu l'as dit, nous avons vécu dans une jeunesse où nos parents étaient fonctionnaires. C'était avant les années 92. Et après ces années 92, nous avons drastiquement vu la vie de nos parents changer, et ce qui techniquement n'a pas évolué jusqu'à ce jour. Donc pour moi, 41 ans, ça fait mal, c'est frustrant, c'est énervant, c'est décourageant. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour nous, peut-être vous qui êtes notre diaspora, vous ne pouvez pas ressentir les choses de la même manière, mais je peux vous dire, droit dans les yeux, pour vous dire que pour vivre au Cameroun aujourd'hui, il faut être fort. Il faut être fort. Vous voyez, je suis connecté là avec vous. Je suis abonné dans une société de communication. Nous sommes 41 ans après. Mais je ne peux pas consommer ma bande passante comme je veux. À tout moment ici, on peut couper la lumière. On n'a pas d'eau. Alors, vraiment, je pense que peut-être on reviendra un peu plus
dans le bilan, mais à chaud comme ça, je peux vous dire que je rêve de quelque chose, je rêve d'un changement véritable, je rêve de voir quelque chose d'autre, parce que ce que nous vivons, ce n'est pas digne. Vous parlez, quand nous roulons aujourd'hui à Yaoundé, je dis Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, Bike, la capitale du Cameroun. Mais vous ne pouvez pas faire 2 mètres sans avoir un nid de poule qui a la taille du puits d'eau dans un village. Comment on fait? Comment on fait? Je reviendrai. On reviendra là-dessus. Merci. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour accueillir Innocent, le professeur Innocent Swabgui qui depuis la Nouvelle-Orléans. Bonjour Innocent. Merci. Bonjour Baïk. Bonjour Baïs et bonjour Lipi. Comment vous allez? Bonjour. Merci. Merci. Innocent, directement, je vais entamer avec toi pour mettre directement les pieds dans les plats. Aujourd'hui, Baïs, 41 ans de pouvoir. Quel bilan? Quelle perspective? Une analyse froide de ta part, en un mot, en 2 mots comme en un. En 2 mots comme en un. Je crois que c'est toujours très important d'écouter vraiment la perspective de quelqu'un qui est sur le terrain comme Baïs, parce que vivant le contexte de l'extérieur, puisqu'il ne faut pas se mentir, en tant que membre de la diaspora, je suis plus observateur du monde camerounais que participant. Donc, je ne vois qu'à travers la famille, les amis et les communications que je peux avoir avec les gens sur le terrain. Donc, le témoignage de Baïs en dit long parce qu'il a peint exactement ce que nous voyons. Et ce que je peux ajouter là, par exemple, c'est qu'il parlait des coupures d'eau et de courant. Ça, c'est un exemple que moi-même, je prends tout le temps. Que je crois qu'au Cameroun, aujourd'hui, c'est un peu inconcevable d'être toujours en train de parler du problème de courant ou bien du problème d'eau. C'est absurde, quoi. Moi, je suis arrivé à Yaoundé. Initialement, j'ai grandi en campagne. Donc, électricité, eau, nous, on n'avait pas tout cela. Et on vivait avec de l'eau du puits, de sources et autres, et puis à la lampe tempête. Mais quand j'arrive à Yaoundé en fin 99 pour la terminale, puisque j'ai fait la terminale à Yaoundé, je commence à vivre le phénomène de coupure de courant et de coupure d'eau. Initialement, ce n'était pas aussi important dans la zone où j'habitais, mais progressivement, ça s'est intensifié. Aujourd'hui, à Yaoundé, je crois que les gens commencent à mettre des fontaines un peu partout, comment on appelle encore? Des forages. Les forages un peu partout pour avoir de l'eau à boire. Donc, je n'irai pas plus loin que ça, quoi. Voilà, aujourd'hui, donc, Innocent, tu as plus axé ton bilan juste sur des aspects, on va dire, de la vie quotidienne, tels que l'eau, mais aujourd'hui quand même, si une perspective historique, on n'était pas là peut-être, mais on sait qu'on a tous vu le Cameroun des grands chantiers, la CAMER, on a connu des grosses sociétés, SNI, Ecam Placage, Sosucam, tout cet essor économique qui naissait d'une société, même des villes qui étaient bien, au niveau Yaoundé n'avaient pas la même population, mais quand on a des images, des vieilles images de l'époque d'Aïdjo, on se rend quand même compte qu'on était dans un pays. Aujourd'hui, le bilan que tu fais, c'est-à-dire, je sais que tu as pris un exemple concret, mais le bilan, c'est pas obligé d'être scientifique, mais c'est quoi ta perspective, ton impression de ce Cameroun-là? Tu es souvent allé au Cameroun, il est allé il n'y a pas longtemps, mais comment, du Cameroun que tu as quitté, même de celui que tu as quitté seulement? Oui. À celui que tu as revu. Est-ce que tu es allé, tu as vu, waouh, les choses ont progressé, ont avancé, ou est-ce que tu as remarqué même un recul ou une rétrogradation du pays? En gros, c'est une rétrogradation. C'est à peu près ce que je disais en prenant un exemple. Donc, franchement, je crois que tu as trouvé le mot. Et dans ce contexte-là, j'aime souvent parler avec des exemples au lieu de juste faire des discours. Un autre exemple concret à Yaoundé, c'est quand j'arrive à Yaoundé, on a quelques routes qui ont de bonne largeur, n'est-ce pas? C'est-à-dire des routes construites longtemps avant que je n'arrive à Yaoundé, de très bonnes routes. Et je crois peut-être 10 ans plus tard, après que je sois installé à Yaoundé, autour de... non, pas jusqu'à 10 ans, un peu moins. Nous avons l'administration présente qui, parce que ces routes-là sont suffisamment grandes, on peut aller couper une partie de ces routes pour en faire des parkings. Mais à côté de ça, la route qu'on est en train de construire de nos jours n'a pas d'espace piéton.
Et tu te dis que, mais si on est en train de prendre une route qui a été construite 20 ou 30 ans plus tard, et on est à mesure de couper une partie pour faire le parking parce que ça avait été prévu pour être suffisamment grand, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne construit pas la route qui permettrait à la future génération, dans 20 ans ou 30 ans, de venir aussi couper un espace pour mettre un parking ou autre chose? Ça, c'est de la rétrogradation. Et qu'est-ce que je peux encore prendre comme exemple? Il faut aussi dire que côté éducation, il faut dire qu'un pays ne peut pas se développer sans système éducatif. Et Baez, en tant qu'éducateur ici, nous en dira long. Je peux aussi dire que du côté éducation, les choses dégringolent. On a multiplication des instituts d'enseignement, ça c'est vrai. On a multiplication des universités, ça c'est vrai. Mais en matière de contenu, en matière de ce que ces élèves, ces étudiants qui sortent de ce système éducatif ont dans la tête, je crois qu'on va en reculant. On ne va pas en avançant. Donc, voilà, si on revient 20 ans plus tard, on va se rendre compte que ceux qui sortaient de ce système étaient beaucoup plus compétents que ceux qui en sortent aujourd'hui. Merci Innocent. Honoré, maintenant on en vient à toi. Toi qui dit souvent que, et aussi, pas seulement tu dis, mais parfois tu es aussi un expert en analyse plutôt stratégique. Sur le plan stratégique, quand on voit le bilan, les 41 années du président Biya, celui qu'on a appelé affectueusement pour certains l'homme du 6 novembre 82, qui s'est targué lui-même devant les radios de le micro de Yves Mourizi disant « Je veux qu'on se souvienne de moi comme l'homme qui a amené la démocratie et la prospérité à son peuple ». Est-ce que Paul Biya, en 41 ans, a amené la démocratie et la prospérité à son peuple, Honoré Takoko? Non, je ne pense pas. Je pense que toutes les annonces... Paul Biya sera beaucoup plus retenu comme l'homme des grandes annonces. Je pense qu'il sera retenu comme l'homme des grandes annonces, pas comme les grandes réalisations. Parce qu'en termes d'annonces, il y a eu beaucoup d'annonces, mais en termes de réalisation, on vit pratiquement le contraire. Et pour cela, je vais prendre quelques exemples. Je pense que l'un des plus grands problèmes, l'un des plus grands choses qu'on retiendra, c'est la perte de l'idéal républicain. Qu'est-ce que j'appelle l'idéal républicain, Mike? C'est que la population aspire à un certain nombre de choses, telles que, et Innocent l'a dit, l'éducation, mais on peut mentionner la santé, on peut mentionner la sécurité. Mais lorsque tu parles aujourd'hui en termes de l'éducation, la santé, lorsque aujourd'hui, nous, quand on grandissait, tout ce qu'on voit au Cameroun, les morts un peu partout, les gens qui ne sont pas soignés, les gens qui partent à l'hôpital, qui n'ont aucun soin et tout, quand on grandissait, on ne connaissait pas ce genre de choses, Mike. Aujourd'hui, c'est quand même monnaie courante, la protection de la personne dans sa plus simple dignité au Cameroun. C'est des choses aujourd'hui qui sont banales. Maintenant, si on parle au niveau de sécurité, on est quand même dans un pays où il y a moins d'une semaine, il y a eu 26 morts à Manfé. Mais ça, c'est quand même un conflit qui a commencé depuis 2016. Et on n'a pas vu l'état du Cameroun, à part des mesures et des réunions cosmétiques que nous tous, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu des gens, on a vu des gens de public policy au niveau du gouvernement faire comme si aujourd'hui, lorsqu'on parle du problème anglophone, on dit que c'est eux qui ont commencé, c'est eux qui tuent leurs frères. Ça veut dire qu'on s'achemine vers un pays où les anglophones, déjà, on parle d'eux comme étant ceux qui ont commencé et ceux qui tuent leurs frères. Et donc, c'est même pas les Camerounais. On parle de l'intégrité nationale en termes de sécurité nationale, mais l'intégrité nationale, la première rôle de l'intégrité nationale, ce n'est pas un territoire, c'est d'abord la sécurité des gens qui sont dans le territoire. Et la sécurité des gens et des biens et des personnes intègre les francophones, mais aussi les anglophones. Donc, l'argument selon lequel, par exemple, les anglophones, c'est eux qui tuent les frères, ne tient pas, c'est toujours un échec de l'État qui est supposé protéger sa population, parce que lorsqu'on parle de sécurité nationale, ce n'est pas une question de territoire ou de terrain. Et donc, aujourd'hui, et ça c'est des grandes questions, Baye. Sans revenir au fait qu'on a quand même des questions de conscience nationale, parce que
quoi qu'on dise, on a quand même un ancien président du Cameroun qui est enterré à Dakar. Ça, on a eu de plusieurs, que ce soit la guerre du Nozo, que ce soit la guerre contre Boko Haram, on a quand même des soldats camerounais, beaucoup qui sont morts. Est-ce que sur le plan collectif national, ou bien même d'autres personnes comme les Oumniobé et autres quand même qui sont des nationalistes et autres, est-ce que parce qu'un pays c'est aussi sa bike, un pays c'est aussi ces choses simples qu'on peut négliger sur le plan de conscience collective nationale, mais qui donne quand même la direction qu'on peut suivre pour dire qu'est-ce qu'on est une nation ou est-ce qu'on n'est pas un pays. Mais lorsqu'on te cite l'ancien président, lorsqu'on te cite les deux guerres, le Nozo et Boko Haram, lorsqu'on te cite, et même la guerre de Bakassi, mais est-ce qu'aujourd'hui on a une journée, ne serait-ce que nationale, pour se rappeler de tous les militaires, par exemple, morts dans ces trucs? Et tout ça, c'est très important pour former une république. Et en tant que jeune république, je pense quand même que les 41 ans, et là, c'est sans parler, on reviendra certainement bientôt sur le bilan économique, parce que aujourd'hui, l'une des choses les plus importantes, et Innocent l'a dit, c'est que lorsqu'on a des jeunes, il faut qu'ils trouvent le travail. Aujourd'hui, lorsqu'on lance un concours de 60 douaniers, il y a 20 000 postulants. Qu'est-ce que ça veut dire pour un pays en 2023? On a il n'y a pas un pays en Afrique qui a tous les plus grands économistes, que ce soit à Washington, que ce soit dans les organisations internationales, que ce soit dans les entreprises privées, qui ne soient pas des Camerounais. Mais d'où vient-il qu'on est le seul pays où aucun policy de création d'emplois ne peut être implémenté? Donc, tout ça, c'est des choses